Nous avons une Torah écrite, nous avons une Torah orale, et qui a commencé à être couchée sur le texte au niveau du 1er et 2e siècle après Jésus, dans ce qu'on appelle l'enseignement de la Mishnah. La Mishnah, ouais, c'est un texte qui va se proposer d'être une sorte de premier commentaire des versets, qui est présenté toujours sous la forme d'un dialogue entre deux rabbinim qui ne sont jamais d'accord, Rabbi Akiva, Rabbi Meir par exemple, et qui va petit à petit nous initier, comment dire, la dimension orale du texte, ce qui n'est pas marqué, le non-dit du texte. Ça, c'est ce qui se passe au 1er et 2e siècle. Maintenant, la Mishnah, c'est sympathique, c'est une œuvre qui a comme ça à peu près. On va pas chercher midi à 14h. La Mishnah va s'avérer petit à petit trop dense, trop condensée, parce qu'évidemment, il choisissait chacun des mots. Ouais, c'était quelque chose d'extrêmement dense. Et il va nous falloir quelque chose de beaucoup plus explicite qui va être donc 200 ans après, à partir du 4e siècle, l'écriture du Talmud. Le Talmud est là pour venir expliciter le non-dit de la Mishnah, qui elle-même vient expliciter le non-dit du verset. Mais au fur et à mesure des siècles, donc on est déjà au 4e, 5e siècle, au fur et à mesure des siècles, le Talmud s'avère être une œuvre trop dense, trop complexe. Tellement complexe qu'il va falloir l'apport des premiers commentateurs. Alors c'est ce qu'on appelle les Géonim, les géants, les génies, du 6e, 7e, 8e siècle, les Rav Aïchaï Gaon, les Rav Amram Gaon, les Rav Saadia Gaon, les personnes qui vivent en Babylonie un peu partout, qui vont écrire ce qu'on appelle des responsa, c'est-à-dire à partir des sources du Talmud, ils vont résoudre un cas de jurisprudence qui n'est pas marqué texto dans l'Alma. Et ça s'avère au fur et à mesure des siècles trop dense, trop puissant. Et là, on va avoir appel, donc, on va faire appel, c'est-à-dire petit à petit, il y a une sorte de dévoilement de la connaissance qui va être mise en place par les maîtres du Moyen-Âge. Donc on a parlé de Rashi, il y en a plein. Rambam, Maïmonide, Nachmanide, Ramban, le Ritva, le Rif, Rabbi El-Fassi de Fès, ouais, qui était un des plus grands maîtres, le Roche, Rabbi Hacher en Allemagne. On va avoir une floraison de grands maîtres pendant le Moyen-Âge qui vont s'aimer essentiellement en Europe. Donc je parle donc de, alors un petit peu au Maroc c'est vrai, mais énormément en Allemagne, énormément en France. Rachid n'a pas habité en France, ce qui nous intéresse. Ces petits-enfants sont ce qu'on appelle les tosafistes. Ce sont des personnes qui, léosif en hébreu, ça veut dire ce que léosif en hébreu. Rajouter, donc ils vont venir rajouter un commentaire. Donc dans une page classique de Talmud, vous avez au centre la page du Talmud Babylonie de Babylone. Il y en a deux en fait, un de Jérusalem, un de Babylone. Celui qui fait force de loi, c'est celui de Babylonie, qui a été écrit par les plus grands maîtres de l'époque. Talmud de Babylonie, donc des personnes qui étaient en exil. Ce Talmud de Babylonie va, comment dire, comporter donc une page, il y a au centre le Talmud, enfin au centre les mots du Talmud qui est écrit en araméen, et sur la droite ou sur la gauche, des commentaires de Rashi, donc le premier des commentaires c'est Rashi, et sur l'autre versant, vous avez les commentaires de Tosfot. Et la richesse de l'étude va jaillir de la compréhension du texte du Talmud à la lueur de Rashi, et à la lueur du questionnement de Tosfot qui n'est pas d'accord avec Rashi, et qui vont créer une guerre. Et à partir de cette guerre, le génie de l'étude va commencer à partir. Donc c'est à partir de là que jaillit ce qu'on appelle l'étude de la Torah orale. Maintenant, Rashi, je vous dis, pourquoi on l'étudie? Parce que c'est celui qui est présent partout, aussi bien dans la Torah que dans la Torah orale, donc ça nous donne une certaine forme de cohérence dans toute l'œuvre. Ouais. Primo. Secondo, Rashi s'intéresse, il n'est pas le seul, mais il le dit régulièrement, Lobati et là les Feresh et Tapchat. Je me suis venu ici que dans ce monde pour expliquer le sens littéral des choses. Vous savez qu'il y a 4 niveaux d'interprétation du même texte dans la Torah. Il y a ce qu'on appelle le pshat, qui veut dire le sens littéral, la couche la plus littérale possible. Le deuxième sens, c'est remez, c'est-à-dire l'allusion. Il y a quelque chose d'allusif ici. Troisième, c'est le drash, c'est-à-dire l'aspect allégorique. Et dernier, c'est le sod, qui veut dire l'aspect secret. Alors, je donne un exemple très intéressant. Il y a un grand bonhomme qui s'appelle Abraham, qui, comment dire, inversement. Il y a un très grand bonhomme parmi les non-juifs qui s'appelle Bilam. Bilam, il dit le texte de la Torah, Vaya shkem Bilam baboker, vaya chavosh etatono. Il dit la chose suivante que Bilam s'est levé tôt le matin, vaya chavosh, il a ceint son ânesse. Donc il a monté son ânesse. Ouais. Comme on monte le blanc d'extrier de Lucky Luke, alors lui il a monté son ânesse. Au niveau du sens littéral, ça veut dire bah, il a pris son moyen de locomotion. Il a pris sa mini, ouais, c'est classique. Bon, c'est le sens littéral. Si on veut, comment dire, chercher un sens allusif, alors il se trouve que là Rachid fait ses remarques, c'est pas l'accoutumée de Rachid, mais il fait cette remarque. Il dit mais c'est marrant ça.
Tu te lèves tôt le matin, ça me rappelle un personnage, ça. Il y a un personnage dans la Torah pour lequel on dit que c'est Abraham. Vayashkem Avraham Aboker, Vayachavosh et Chamoro. Il s'est levé tôt le matin, Abraham, pour venir ceindre son âne. C'est bizarre. Abraham a ceint son âne, et des siècles après, il y a Bilam qui ceint son âne. Vous pensez bien que dans un texte de la Torah, qui n'est pas du Balzac, c'est pas un descriptif qu'on nous fait. Il y a quelque chose à apprendre. Alors Rachid va dire, toi qui te lèves tôt le matin pour ton entreprise maléfique qui s'appelle Maudit le peuple juif, Chazé Shalom, sache qu'il y a un personnage biblique qui s'est levé tôt le matin pour amener des mérites au peuple juif, pour venir aller sacrifier son fils. Sous-entendu, il existe une antidote historique de tout ton projet maléfique. Donc là, vous comprenez que c'est quelque chose de subtil, d'allusif. Alors un enfant de 6-7 ans, bon, c'est un peu compliqué de lui expliquer cet aspect allusif, il s'en sort avec la première couche. Il y en a qui se levait tôt, l'autre qui se levait tôt, bon, ouais, j'apprends qu'il faut se lever tôt le matin, peu importe. Ouais, c'est déjà pas mal, c'est une première approche. Ouais. Maintenant, le sens allusif, c'est même quelque chose de plus profond. On peut aller plus loin. Le Maharal. Il va, comment dire, te donner une certaine forme d'approche allégorique. Ouais, allégorique. Parce que l'allégorique, c'est-à-dire que, tiens, c'est marrant. Il y a quand même un distinguo entre les deux bonhommes, à part leur nom. Non, c'est un âne. Exactement. Tu vas me dire, je t'en prie, entre une Mini et une Fiat 5000, blanc bonnet, bonnet blanc. Ouais, quand même, ouais, c'est les deux concurrences. Non, mais le Maharal, il ne va pas laisser ça comme ça. Il dit, c'est intéressant. Il y en a qui prend un âne, l'autre qui prend une ânesse. Et alors, so what? Réponse. L'âne, c'est masculin. Et le chamor s'appelle chamor, vient de chomer, qui veut dire la dimension matérielle. Avram est un personnage, vaïchvosh, ouais. Au niveau onomatopique, ça veut dire qu'il vient ceindre son âne, il vient monter son âne, mais l'irvosh, au niveau onomatopique, si on change le kaf en chet, ça fait conquérir. Il conquiert la matière, il a réussi à dominer tout le monde pulsionnel. Mais Bilam aussi, puisqu'il va être Ravosh et Atono, il a réussi aussi à dominer. Sauf que c'est l'âne au féminin, c'est l'ânesse. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il reste encore une zone de contact, de compatibilité masculin-féminin, d'attrait, d'attirance. Ouais. Alors le Maharal dit, n'allez pas croire qu'il avait une relation zoophile avec son âne, telle que c'est marqué dans la Gemara, mais il faut comprendre cette Gemara. C'est pas qu'il entretenait une relation zoophile avec son âne, c'est qu'il avait encore certaines attaches au monde. Ce sont deux personnages d'un très haut calibre spirituel, dont l'un a réussi, entre guillemets, à larguer les amarres, et l'autre a encore des points d'attache, qui est exprimé par cette différence masculin-féminin au niveau de l'âne. Ouais, parce que masculin avec Abraham, donc c'est incompatible, sauf au XXIe siècle, oui, mais ça c'est une dérive. Ouais. Mais, et masculin et, en tout cas, mais féminin ânesse, il y a encore une zone de contact. Donc ça, on est déjà dans un domaine beaucoup plus allusif, c'est Maharal. Ouais. Donc, mais c'est le même verset. Faites bien attention, c'est le même verset. Ouais, je ne suis pas allé vous amener d'autres versets, d'autres mots, les mêmes mots. Ouais. Et après, il y a une dimension qui s'appelle le secret. Et comme c'est l'apanage des plus grands, et que je fais pas partie de ces plus grands, en tout cas, c'est l'apanage de rares personnes dans le monde, ouais, qui investissent le monde de la Kabbalah, les vrais, les gens sérieux, il y en a très peu. Ouais, donc ça, je ne sais pas. Mais il y a aussi des dimensions secrètes qui vont rentrer dans une notion de valeur numérique, une notion du fait qu'on part du principe que finalement, tous les mots de la Torah sont des combinaisons du nom de Dieu. Donc tu regardes comme ça, bon, c'est une lecture extrêmement complexe. C'est pas le niveau Sagudalas, mais ça existe. Il y a encore un niveau encore plus puissant que l'allusion, que l'allégorie et que comment dire, et que le sens littéral, c'est ça. Ah, maintenant. Ce qui est très important de faire remarquer ici, c'est que il y a quelque chose de tout à fait incroyable que, comment dire, mon beau-père m'a appris de son père, enfin, c'était une personne qui s'y connaissait beaucoup, et qui dit que de tous les systèmes philosophiques, le seul qui est capable de te véhiculer des idées ultra profondes dans un jargon simple, c'est la Torah. Quand tu veux avoir des idées puissantes chez les philosophes, tu es obligé de passer par un lexique imbuvable. En fait, si certains d'entre vous ont déjà essayé de se frictionner avec Kant, mais il faut faire un ulpan avant de pénétrer un philosophe. Ouais, c'est extrêmement dur. Et ben, la Torah a cette vertu, dans un langage qui est compréhensible par un enfant de 6 ans, d'amener des idées d'une puissance qu'un savant de 80 ans pourra écarquiller les yeux. Ça, c'est l'apanage typique du texte de la Torah. Ouais. Donc, lisez le texte de la Torah, vous allez dire, c'est simple, c'est trivial, il n'y a rien de grand, il y a beaucoup de répétitions. Et plus tu pénètres la profondeur du texte, plus tu te rends compte qu'en fait, c'est un univers qui s'ouvre devant toi. Ça, c'est donc le point, la dimension littérale. Dernière raison pourquoi on étudie Rashi,
dernière raison, disent que, enfin on dit qu'il a une telle renommée, c'est qu'en fait, quelle que soit l'époque où tu ouvres le Rashi, il est d'actualité. Tu as l'impression que c'est un Mavdil, un sociologue, qui est venu t'expliquer la façon dont fonctionne le monde. Ça, c'est l'apanage typiquement de Rashi. Et ça, c'est pas l'apanage de n'importe quel commentateur. Il est actuel à n'importe quelle époque. Je vous rappelle, 1040-1105. Tu l'ouvres, tu as l'impression qu'il parle pour... C'est un rabbin qui est venu t'expliquer ce qui se passe dans le monde. Ça commence donc maintenant. On peut attaquer le vif du sujet. Vous avez donc le texte sous les yeux. C'est une introduction à la Torah. C'est le premier Rashi. Introduction à la Torah. Ouais. Tu peux le photographier. Alors, je lis en hébreu, vous avez la traduction en français immédiate, et on va ensuite essayer de comprendre ce que veut dire Rashi. Amar Rabbi Yitzhak dit, Lo yatzarich latri la Torah el chodesh hazelachem. C'était pas la peine de commencer la Torah par ce par quoi elle va commencer, par quoi elle commence la Torah. Bereshit, c'est-à-dire, c'est quoi en deux mots? Pardon, la création du monde. Les étapes de la création du monde, premier jour, deuxième jour, troisième jour, ouais. Toutes les étapes de la création. Donc, vient nous dire Rabbi Yitzhak, c'était pas la peine de commencer la Torah par la création du monde. Il fallait directement emboîter le pas vers la première mitzvah qui a été donnée aux Juifs en tant que peuple, c'est la mitzvah de sanctifier le temps. À Chodesh, à Zelachem, qu'on a donné à Moshe Rabbeinu, au Bnei Israël, vous avez un devoir de décréter quand est-ce que tombe Rosh Chodesh, quand est-ce que tombe tel jour du mois. C'est dans votre main, en fonction de votre observation de la lune, que vous décréterez aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh qui se lève, aujourd'hui c'est tel et tel jour. C'est vous qui avez ce pouvoir de pouvoir décréter sur le temps. Ça, c'est ce qui est marqué ici. Donc, proposition de Rabbi Yitzhak. On aurait dit commencer, donc sous-entendu, on fait un saut de un livre, donc on gomme le premier livre de la Torah, et on va à partir de la deuxième paracha de Shemot. Ça, c'est ce que propose ici le Rav. Maintenant, petite parenthèse, qui est Rabbi Yitzhak? Pardon? Alors, certains disent son père. Possible, c'est son père. Et quel est l'intérêt de commencer son commentaire magistral par son père? Alors, une réflexion de son père. Dimension d'humilité. Rashi, c'est la superstar. Et il savait déjà de son époque, c'était le plus grand maître de sa génération. Il commence sa plume par une référence de son père. Première possibilité. Deuxième possibilité, à Maratzak, ce serait un midrash. Sauf qu'on a été allé chercher, on n'a pas trouvé de midrash de ce nom qui dit ça. Donc, ça reste une énigme qui est sur Rabbi Yitzhak. Ouais. Petite parenthèse, c'est vrai que Rashi s'appelle Rabbi Shlomo Yitzhaki. Rashi, ce sont les initiales de Rabbi, Shin, Shlomo, Yud, Yitzhaki. Alors voilà, on ne sait pas exactement, en tout cas, quelle que soit la provenance de ce... C'est Rashi qui l'écrit. Qui est sur Rabbi Yitzhak? On ne sait pas si c'est son père ou bien un maître du midrash. Dans tous les cas de figure, il y a un argumentaire qui nous intéresse ici. Je reprends donc, c'était pas la peine de commencer la Torah par Achodesh Hazelachem. Chez Mitzvah Rishona chez Yitzhavu Israël, qui est la première mitzvah qui a été ordonnée au peuple juif. Ou Mata'am Pahatar Bereshit, et pourquoi on a commencé par Bereshit? Donc il faut rendre compte pourquoi Hachem commence la Torah par Bereshit. Réponse Mishum Kor Maasav Egid Lamo Latet Lahem Nachal Goyim. Pour, à cause d'un verset dans Tehillim, c'est Tehillim numéro 111, qui dit la chose suivante. La puissance de ses actes, il a dévoilé à son peuple, la tête la haine à Khalad Goïm, afin de lui livrer l'héritage des nations. Ça, c'est ce que dit le Tehillim. Le Tehillim, on est bien après l'écriture de la Torah. C'est David. Maintenant, ce Tehillim vient exprimer l'idée qui est la suivante, que Hachem a raconté à son peuple la puissance, c'est-à-dire qu'il lui a fait donc une parade, la puissance des actes, ouais, de façon à lui donner l'héritage des nations. Explication de Rashi. Sheim Yomru Motaolam, car si les nations du monde viennent dire aux Juifs, à Israël, l'estimatem, vous les Juifs, vous êtes des brigands. Shekevashtem Aratzot Shivagoim, car vous avez volé, vous les Juifs, la terre des 7 peuples. Les Goïms vont vous dire, mais vous êtes illégitimes sur la terre d'Israël. Parce que la terre d'Israël, ils n'ont pas tort. Elle appartenait aux 7 peuples avant qu'elle soit occupée par les Juifs. La conquête de Yehoshua va venir déloger les 7 peuples qui régnaient sur la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'on va leur répondre? Amambrim, la M. Tu vas leur répondre. Kol haaretz shel HaKadosh Baruch Hu, la terre appartient à Hachem. Ou Bera'a, c'est lui qui l'a créé. Untana la Asher Yashar Be'enav, il va la donner à celui qui était droit à ses yeux. Birtsono netana,
de façon volontaire, il le lui a donné. Ou birtsono netela me'em ou netela lanu. Et de façon volontaire, il lui a reprise, il nous l'a redonné. J'ai lu en brut maintenant le Rashi. Je vous propose maintenant de comprendre ce Rashi. Je répète l'argumentaire de Rashi dans les livres. Et Rashi propose la chose suivante. C'est pas la peine de commencer la Torah par le récit de la création. Tu peux directement commencer par la première mitzvah de la Torah. Ça, c'est la première affirmation de Rashi. Et réponse de Rashi, pourquoi effectivement on commence par le récit de la Torah? Réponse de Rashi. Tout simplement parce qu'il y a un concept qui est déployé par David Emeler dans les Télim qui dit que David, lorsqu'il relit la Bible, dans son début, il traduit ça, il exprime ça en disant voilà, c'est la puissance de ces actes que Hachem a dévoilé à son peuple afin de donner à son peuple l'héritage des nations. C'est-à-dire que si demain les non-juifs viennent avec une revendication, vous les juifs vous êtes des brigands parce que vous avez piqué la terre d'Israël, parce qu'elle n'appartenait pas à vous, c'était pas une terre vierge quand vous êtes allé sur, c'est pas Christophe Colomb, c'est pas les Amériques, c'était une terre qui était habitée. Alors tu vas répondre à ces non-juifs et tu calmes. La terre n'appartient ni à vous, ni à nous, elle appartient à Dieu. Il la donne à qui il veut, il la reprend de qui il veut. Voilà l'argumentaire. Maintenant, ça c'est le Rashi en brut. À vous de jouer pour poser plusieurs questions. Il y a plusieurs questions qu'il faut comprendre ici. Il y a au moins 3 questions essentielles, c'est à partir de maintenant qu'on étudie Rashi. Est-ce que la structure est claire? Ouais. Je veux qu'on soit clair au niveau de la structure, après on va essayer de réfléchir. On peut poser des questions? C'est le moment. Maintenant, je vous explique. Cette séance, elle sera beaucoup plus interactive que la séance d'après. La séance d'après est un peu plus sur le mode conférence. Là, c'est vraiment le moment pour se lâcher dans toutes les questions. Voilà. Le but de l'opération, la mission, si vous l'acceptez, mission impossible, non, possible, très possible, c'est d'apprendre à avoir les bons réflexes de l'étude. Tout juif, toute juive, est censé savoir étudier Rashi. C'est partie des éléments culturels nécessaires à n'importe quel juif pour traverser la vie. Je choisis Rashi, il y a d'autres commentateurs, on a expliqué pourquoi au début, et il faut savoir qu'en fait, la base de toute la pensée juive se trouve dans les premiers Rashi qu'on va faire. Ouais. Donc on ne va pas en fonction de l'apparition, on n'a pas le temps, on va les faire un à un, les principaux, on va dire, et c'est là que se logent les bases essentielles de la pensée juive. Celui qui a envie d'avoir une pensée saine, une pensée pure, une pensée juive, aborder le monde tel que Hachem a envie, qu'on voit l'optique thoraïque du monde, elle se trouve logée, comme ça j'ai reçu de mes maîtres, elle se trouve logée dans les premiers Rashi. Donc on va manipuler ici les éléments essentiels de la pensée juive. Alors à vous de jouer maintenant, toutes les questions sont permises. Et Yann, n'hésite pas, je te sens chaud. On peut demander on va demander. Rappelle-moi ton prénom. Camille. Camille, oui. On peut reposer la même question à Rachid si c'était pour prouver que c'était pour montrer que c'est Dieu qui nous a donné la terre à nous les Juifs. Alors pourquoi on commence à la création du monde et pas juste au moment où il dit à Abraham c'est la terre que je... Joli. Joli. Si tu veux montrer que Hachem est le boss, tu pourrais juste parler de l'épisode où Hachem promet. Alors, n'oublie pas une chose, c'est vrai, c'est un élément de dire qu'Hachem promet à Abraham, mais le Teilim dit une chose intéressante. Koach Maasav, la puissance de ses actes. C'est-à-dire, il fallait se faire simplement une information, mais que ça jette. C'est impressionnant, c'est électrochoquant. C'est-à-dire que tu vois les jours de la création, les cieux, la terre. On entend ici, si vous voulez, un petit peu le fait qu'Hachem fait une parade. Une parade qui doit être suffisamment impressionnante, suffisamment brillante, pour que tu dises, ok, bon ça j'ai compris. Pas simplement je suis le boss. Je te montre que je suis le boss, mais je te le montre de façon très très charnelle. Et donc du coup, tu n'oseras pas poser la question. Tu comprends? C'est pas simplement une information qu'Hachem est le boss, c'est qu'il te fait sentir. Donc l'élément de réponse qu'on peut dire, c'est que c'était important de marquer le coup. Il y a une création, ouais, c'est lui qui crée le monde, et il le fait de façon assez majestueuse. Donc on pourrait éventuellement, mais la question est très pertinente. Ensuite, une question ensuite. Je décolle quand il y aura 3 questions essentielles. Rapport au temps. Vas-y, très bien. On n'a rien. C'est-à-dire l'évocation du temps, comme tu disais, il fallait sanctifier le temps. Pas jeudi. Rabbi dit, en fait, la Torah devrait commencer par la première mitzvah. Oui, mais puisqu'il aborde ce sujet-là, pourquoi après on avance sur d'autres choses, non, sur les nations? Non, pourquoi? Donc c'est une réponse à la question. Il y avait une question et une réponse qui est proposée par Rachid. D'accord? Ok. Juste pour rebondir là-dessus, c'est-à-dire que vous êtes en train de dire que le postulat de, en fait,
il fallait commencer par la première mitzvah. Bah, pas forcément. C'est-à-dire, Mais alors, ça en soi, ça justement, tu as parlé de postulat, ça m'intéresse. Postulat, ça veut dire, d'entrée de jeu, il semblerait que cette affirmation sous-tend quelque chose. Qu'est-ce qu'elle sous-tend? Elle sous-tend quoi? Oh, que la Torah n'est qu'un code de loi. La Torah, c'est une sorte de instructions for use, une sorte de mode d'emploi. Qu'est-ce que tu attends de toi en tant que peuple? Faites attention, ce n'est pas la première mitzvah, c'est la première mitzvah en tant que peuple. Il y a eu d'autres mitzvahs avant. La Brit Mila, c'est une première mitzvah qui a été donnée avant. Avant ça, on a eu la mitzvah de Pierre et Véret. La première mitzvah, c'est avoir des enfants. Ouais. La deuxième mitzvah, c'est ensuite l'Echlecha, donc la Brit Mila. Donc il y a eu plein de mitzvot qui ont été données avant. Mais apparemment, l'affirmation de Rabbi Yitzhak sous-tend que finalement la Torah se cantonne à un code de loi. C'est-à-dire, il y a un créateur, il y a une création. S'il y a un créateur, il y a un projet dans cette création. C'est quoi le projet? C'est la Torah, donc fait les mitzvot. C'est très important de signifier que finalement, on se rapproche dans cette affirmation de Rashi de la façon dont le Maharal va définir la Torah en prenant la sémantique. Torah, c'est Ora, qui veut dire enseignement. Enseignement de quoi? De ce qu'on attend de toi. Donc, évidemment, cette affirmation de départ de Rashi sous-tend que la Torah se cantonne à être un code de loi. Ouais. Donc c'est la première des remarques essentielles à faire. Et la réponse de dire non, mais avant ce code de loi, avant de tomber dans la marmite, encore faut-il avoir certaines informations préalables. Certaines notions préalables qui s'appellent... Alors, d'un coup, on bifurque dans une sorte de rivalité territoriale. Ouais, je vous ai dit que Rashi était actuel. Ouais, je ne vous ai pas menti. Le premier Rashi parle d'un dossier qui est relativement actuel. Il est écrit en 1040. Il n'était pas confronté à cette époque, ouais. C'était l'époque des croisades. C'était l'époque dans laquelle, enfin, certains veulent dire que oui, il était confronté puisqu'il a, comment dire, sa mère aurait été renversée par des croisés. Ouais, bon, donc, mais a priori, on n'avait pas encore 1948. On est en 1040, on est 900 ans avant. On est exactement 900 ans avant l'État d'Israël. Et malgré cela, il y a déjà une problématique qui se trouve ici à ce niveau-là. On va dire essentielle, pas territoriale, essentielle. Donc ça, c'est très bonne remarque. Ensuite, est-ce qu'il y a des... J'aimerais bien que vous interrogiez les nœuds logiques de ce qui est marqué. C'est subtil. Je suis désolé, est-ce que tu peux travailler en photo? J'ai juste un petit panne au niveau de mon imprimante, mais voilà, la prochaine fois il y en aura beaucoup plus, ne vous inquiétez pas. Et par contre, je vais distribuer à la fin donc, tout ce qu'on a dit est marqué ici. Donc vous aurez donc toute l'ossature du Rashi. Alors regardez. Est-ce que le fait d'établir, quand tu disais rivalité territoriale, mais il y a aussi une rivalité religieuse, parce que justement même 900 ans avant, malgré les croisades, il y avait quand même des faits, et ça permettait de dire que si les autres nations venaient voir Israël, en tout cas son peuple, pour leur dire, s'il était mu par ça, ou accepter la Torah et ses lois, ouais. Mais en tout cas ça permet de faire l'élection du peuple juif au regard des autres nations. J'ai pas compris. Ok. Si la finalité du texte c'est de pouvoir dire si les 6 autres nations ou les 7 nations viennent vous voir et vous dire Israël c'est pas à vous, ouais. En gros ça veut dire que on peut justifier que c'est à nous puisque c'est nous qui avons la Torah. Non, parce qu'on est dessus. Ce qu'elle dit. Ok. Elle était à vous et maintenant elle est à nous. Okay. Maintenant, ça vous va, c'est comme argument? Ça te va toi? Non. Tu défends ça? Non, pas du tout. Alors vas-y, bats-toi. Toi, laisse pas faire. Je sens pas capable de me battre là. Comment? Je sens À pas la capable limite de ça me te battre parce là. qu'on était outside Israël pendant tellement longtemps que quand on le récupère, on n'y était pas et pourtant on est à nous. Non, regarde. Même au-delà de Je parle pas de 1948, pour ça je reste dans Rachi pour l'instant. Mais en tant que tel, un goy va te dire, mais vous êtes des bandits, vous les juifs, vous avez piqué la terre de cette peuple. Tu lui réponds quoi? Tu lui réponds, mais écoute, c'est marqué dans le Oui, livre. c'est ce qu'on a fait. Comment? On lui répond oui, c'est ce qu'on a fait, on l'a pris. Alors d'abord, c'est pas faux. Ouais. Maintenant tu lui dis, mais tu sais quoi? Elle est ni à toi ni à nous. On lui répond, parce que vous avez dit Rachi. Elle est à Hachem, et il la donne à qui il veut. C'est lui qui maîtrise les cartes. Et si on y est, c'est-à-dire que c'est pour nous. C'est un amour. Vous pensez que c'est acceptable pour un goy de faire ça? Non, parce que lui, il ne reconnaît pas la notion. Ben oui, on appelle ça un argument de croyant. T'es en train de dire, oui, c'est marqué dans la Bible. Mais ta Bible, je m'en fiche totalement, va dire le goy. Mais j'y crois pas à ta Bible. Ouais. Un musulman qui me dit, mais c'est marqué dans le Coran. Ok, le Coran. Joli, très bien. Ok, so what? Donc c'est ce qu'on appelle l'argument de Coran, donc c'est un faux argument. Donc je répète, toute la méthodologie, la démarche de Rashi, c'est de dire, voilà, on aurait dû commencer directement par la première mitzvah.
On commence pas parce qu'il y a l'information importante. C'est quoi l'information importante? C'est à qui appartient la terre. Ouais. C'est-à-dire, Hachem te montre que c'est lui qui est le boss de la terre. Et donc, ne crois pas que quelqu'un peut être possesseur de la terre. Il n'y a qu'une sorte de location-gérance, pas plus que ça. Attends, si j'y vis, c'est bon. Non, c'est pas bon. Parce que ne crois pas, enfin, en tout cas, tu pourras pas, c'est bon peut-être pour toi, mais tu ne vas pas exposer cet argument. Ça ne marche pas. Donc, cet argument est bidon, donc je ne comprends pas Rachid. Argument de croyance, ça ne sert à rien. Première question essentielle. Deuxième question, faites attention, c'est très subtil. Je reprends la façon dont Rachid est passé du verset des Télim à son explicitation. Le verset Télim dit la chose suivante. Comme Aasav Yigid Lahamo, la puissance de ses actes, il a dévoilé à son peuple, la tête la Nachalat Goïm, afin de lui donner l'héritage des nations. Donc, Hachem a dévoilé à son peuple, quoi? La puissance de ses actes. Il a fait une parade, afin de lui donner à son peuple l'héritage des nations. Oui? Oui ou pas? Comment explicite Rashi ce verset? Ça c'est le verset. Explicitation de Rashi, chez Imyom Ruumot Haolam, car si les nations viennent s'adresser à Israël en leur disant vous êtes des brigands, tu vas leur dire, vous êtes des brigands parce que vous avez volé la terre des 7 peuples, vous avez conquis la terre des 7 peuples, tu vas leur répondre, la terre appartient à Kadosh Baruch Hu, il l'a donné à qui il l'a créé, il l'a donné à qui est droit à ses yeux, il l'a pris de qui il a donné à ses yeux. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un nœud logique entre le verset et l'explication de Rashi? Je trouve qu'il y a un problème, je ne sais pas si je comprends tout ce que vous voulez dire, mais en fait, dans ce cas, il avait qu'à montrer la parade, vous voyez. Oh. La question est la suivante. Le texte du Télim te dit Koach Maasav Yigid Lahamo. Il nous a dévoilé la puissance de ses actes. Le message puissance d'Hachem, il est de qui vers qui? De Hachem vers son peuple. Explicitation de Rashi, si demain tu as un problème avec les... Donc il y a Hachem, il y a le peuple. Explicitation de Rashi, donc, et le message dans les Télim, il est de Hachem vers le peuple. Et comment Rashi traduit la chose? Si demain les goïms t'embêtent, tu leur réponds, la terre est pas à nous, à Hachem, c'est-à-dire que le message il est plus de Hachem vers le peuple, mais son peuple mais on a descendu un étage du peuple juif vers les goïms. Mais c'est pas ça qui était marqué dans le verset. Vous comprenez le problème ou pas? C'est un deuxième problème dans Rashi. Premier, c'est que c'est un argument de croyant. Tu es d'accord ou pas? Tu fonces les sourcils. Ouais, parce que je comprends pas en quoi le problème, c'est que le message passe du peuple au goïm, c'est normal parce que c'est à nous qui le demande. Non, nous il nous a rien demandé. Il nous a dévoilé sa Non, puissance. nous, oui. Non, les goïms. Non. Eux, les goïm. Non. On a deux. Non, d'accord, mais donc c'est pas bien inversé. C'est pas ça le scénario. C'est-à-dire, la puissance de ses actes, il l'a dévoilé à son peuple. Pour lui donner la tâche, ça veut dire que c'est entre lui et moi. D'accord? C'est-à-dire que c'est un message que je reçois de lui. Sache que si tu as dévoilé comment s'est passée la création du monde, c'est juste pour une chose, c'est que tu prennes conscience que tu es légitime sur ta terre. À condition de te tenir à carreau. Ouais. Maintenant, d'une certaine façon, Rachid biaise la chose. D'un coup, ça devient un argument politique. C'est-à-dire, si demain les goïms t'embêtent, alors d'un coup, tu vas leur dire, tu vas leur flanquer. Mais le message n'a pas été donné aux goïms, il a été donné aux juifs. Le message. Et on a dit, et on comprend pourquoi il n'a pas donné aux goïms, parce que c'est un argument de croyant. Donc, d'une certaine façon, la façon dont Rashi explicite le verset est en décalage par rapport. Je répète, le message, comment dire, le message était de Hachem vers le peuple, et d'un coup, boum, il glisse du peuple vers les goïms, vers les non-juifs. Et ça, c'est aussi un problème dans Rashi. Je donne une troisième question dans Rashi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, une troisième question dans Rashi, c'est quelque chose qui est amené par le Ramban. Le Ramban rentre dans l'argumentaire de Rashi. Et ça me rappelle un petit peu ce que tu voulais dire. Odélia. Hein? Odélia. Les vacances sont passées, donc... Donc Odélia, regarde. La question du Ramban Nachmanide, le Nachmanide, c'est c'est du poids lourd. C'est un poids lourd parmi les Rishonim. Voilà. C'est du très très lourd, le Nachmanide. Il dit, ok, la question est pertinente. Effectivement, on aurait dû commencer la Torah non pas par le récit de la création, mais on aurait dû directement aller à la mitzvah première qui a donné aux Juifs en tant que peuple. Ça, c'est la question dans toute sa splendeur. Et dit le Ramban, mais la réponse est partielle. Avec ta réponse, dans laquelle tu es en train de me dire, non, c'est important de me parler du récit de la création,
Alors ça se fait en combien de temps? Combien il faut de versets pour parler que Hachem il a fait une parade? Je répète. L'ampleur de la question c'est le suivant. On aurait dû tout gommer le premier livre de la Torah, Bereshit. Tu gommes, Tipex. Tu prends la première paracha de Shemot, tu l'as Tipex et tu commences à Vaera. Ouais. Shemot, Vaera, Bo. Tu commences à Bo, même carrément tu commences à Bo. Donc tu prends du Tipex et tu enlèves. Ouais, c'est pas des libéraux, hein, ne vous inquiétez pas. C'est que si je rentre dans la question, on devrait finalement avoir un Chumash qui commence par Chodesh Zélechem. Il faut rendre compte pourquoi on a tout ce qui précède. Donc demande réponse, parce qu'il fallait te dire que Hachem est le boss du monde. Mais ça, tu n'as pas besoin de tout ce qui précède. Tu aurais pu te cantonner à juste le Kiddush. Hachem il a créé tout ce que tu vois, ou tu aurais même pu faire le récit de tous les jours de la création. Il n'y a pas plus que ça. La parade, elle tient en quelques versets. Quid de l'histoire de Adam, de Chava, de la faute, de Caïn, de Havel, de Noah, de Métouchéla, de Mathusalem, ouais, et de Abraham, et de Yitzhak, et de Yaakov, ouais, et de Yosef, et de Tamar, et de Yehuda. Mais ça, t'as pas répondu à cette question. Qu'est-ce que ça fait là? Vous comprenez le problème ou pas? Si tu pars comme tu voulais le dire, du postulat, que Torah c'est l'enseignement, donc Torah c'est les mitzvot. Alors, encore une fois, j'irai contre Abraham, Isaac et Yaakov, Chas Shalom. Mais ça ne devrait pas faire partie de la Torah, ça devrait faire partie d'un livre des grandes figures du judaïsme. Et c'est pas Torah, c'est autre chose. On s'en inspire, c'est important. Abraham, Isaac et Yaakov, c'est important. Sarah c'est important, matriarche. Mais c'est autre chose. Comme on pourrait dire, la Gemara, le Talmud et le Moussar, les livres de morale. C'est deux domaines différents. Donc le Ramban pose une question ultra pertinente. T'as rien répondu, Rachid. C'est partiel ta réponse. Vous avez le problème ou pas? Est-ce qu'on est d'accord sur le problème? On est donc bilan des courses devant trois gros problèmes. Premier point, c'est de dire que, on va prendre le Ramban, la réponse est partielle. C'est des réponses partielles. Donc, ça ne satisfait pas. La question était colossale, la réponse, elle est vite. Deuxième question, c'est l'argument de croyant. Tu ne pourras jamais les convaincre, un non-juif, de dire, écoute, si j'y suis, c'est que je l'ai mérité. Mais ça, c'est un truc de caïd, ça. Ou de religieux ou de caïd. Ouais. Mais dans les deux cas de figure, ça ne marche pas. Troisième problème, très subtil. Dans la façon de commenter le verset, on a descendu un cran. Et là, c'est un petit peu délicat. Ouais, il y a une logique. Alors, je vais commencer par répondre à la question du Ramban, auquel lui-même répond. Ramban va dire non. En fait, il a raison, Rachid. Et que le principe qui est évoqué ici, ta pérennité sur une terre va immédiatement dépendre de ton éthique. Une terre ne se conquiert pas, elle se mérite. C'est le message exprimé ici, même pas subliminal, exprimé. Ouais. Les gens se méritent dans la vie. Il n'y a pas de droit sur quelque chose. Il n'y a que des devoirs dans la vie. Si tu mérites, tant mieux. Si tu ne mérites pas, tant pis pour toi. Ce message est tellement important qu'il va être répété à toutes les sauces durant tout le livre de Bereshit. C'est une sorte de grille de lecture qui vient balayer tout le livre de Bereshit. Illustration. Première grande histoire de Bereshit après la création du monde. Adam et Chava. Adam et Chava, ils étaient pépères, tranquilles, cool Raoul Pena Léonard dans le Gan Eden. Malheureusement, incartade. Il y en a une qui provoque son mari, et bon, les deux ils fautent. Résultat immédiat, expulsion du Gan Eden. Donc, illustration, dis-moi comment tu te comportes, je te dirai quelle sera ta pérennité sur la terre. Tu te tiens mal, boum, expulsé, qui plus est le Gan Eden, t'en envoies la géographie dans le monde, je ne sais pas où c'est, ne me suppliez pas, je ne vous le dirai pas, mais c'est un endroit qui est gardé par des anges, et là, une sorte de glaise, bref, c'est complexe, c'est inaccessible. Il y a une idée de pureté dans le monde, un lieu de pureté dans le monde, mais qui est inaccessible, qui existe, mais qui est inaccessible. Ouais, c'est un lieu qui devient un no man's land, on ne peut plus y aller. Ça, c'est le résultat direct. Maintenant, deuxième histoire. Caïn et Havel, problème de jalousie, premier crime de religion, fratricide. Caïn dégomme Havel, excusez-moi l'expression. Résultat, Caïn va devenir un juif errant, le premier juif errant. Il va devenir un grand promoteur immobilier, il était bonnet harim, constructeur de maisons, de villes, mais il ne pouvait jamais y séjourner. C'est un SDF. Le premier SDF de l'histoire, c'est Caïn. C'est-à-dire, tu t'es mal tenu,
tu n'auras aucune persistance sur la terre. Et même, c'est génial, le Ramban fait remarquer qu'à la fin de sa vie, il va s'installer dans les Eretz Nod. Et ça veut dire, ah bah, enfin, dans Hachem, il peut un peu poser le pied, le pauvre. Réponse de Ramban, regarde la racine sémantique de Nod. C'est quoi Nod? Navenad. Ça veut dire bouger. C'est des sables mouvants, le pauvre. Il passe sa vie dans une non-fixité. Il n'y a pas de point fixe, le pauvre. Et Abraham Avinu, il a un jour une certaine forme de... On pourrait appeler ça, c'est marqué dans le texte, un manque de Emouna, micro-manque de Emouna, boum, une famine s'abat sur Israël. Il est expulsé, il va en Égypte. Et on a systématiquement, à travers tout le texte de la Bible, avant ça, Noach, une humanité corrompue. Hachem attendait beaucoup de cette humanité. De Adam à Noach, bilan des courses. Les gens sont des fauteurs, les gens sont des corrompus. Bilan des courses, alors il ne va pas expulser les gens, il va les impulser, il va les noyer. Hachem va faire pleuvoir une pluie de soufre dans lequel tout le monde va être englouti. Ça, c'est ce qui se passe au niveau de Noach. D'accord? C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vois un lien direct entre ton comportement, ton éthique et ta pérennité sur le terrain. Ça, c'est le point essentiel qu'il faut comprendre. Donc le Ramban va dire, oui, on a besoin du principe et de son illustration multiple dans toutes les sources, de façon à bien comprendre, à bien avoir ancré un principe qui précède la Torah elle-même. Tu n'auras de persistance sur la terre qu'à partir du moment où tu auras une éthique. Ça, c'est donc le premier point. Je réponds à la dernière question. Deuxième problème, le problème de l'argument de croyant, et que je mixe avec le décalage, ce que j'ai appelé le fait que Rashi, le message du Teilim, c'est Hachem qui s'adresse à son peuple. Et fondamentalement, d'un coup, ce message est un message du peuple vers les Goïm. Élément de réponse. Ce message de ton éthique par rapport à ta persistance sur la terre est un message qui est tellement essentiel et crucial qu'il faut que tu sois imprégné par sa Torah. Et c'est pour ça que le verset ne te parle que de toi. Hachem t'a parlé et t'a fait comprendre ce message. Et c'est un message qui n'est destiné que à toi. Et évidemment, tu ne vas pas l'utiliser comme argument à l'ONU ou nulle part. Évidemment. Ah, maintenant, pourquoi Rachid traduit en disant donc ce message en question, tu vas le flanquer au Goïm, tu n'as pas le flanquer au Goïm. Tu vas, le jour où tu auras des remords par rapport au fait que toi, tu es sur la terre, et eux ont été chassés, tu vas t'imposer une grille de lecture qui est la suivante. Si j'y suis, c'est que je le mérite parce que c'est dans le projet divin par rapport à notre respect d'Akadosh Baruch Hu. Et donc je pourrais, entre guillemets, souffrir, accepter si vous voulez, ce que je pourrais voir comme étant une injustice, mais en fait que je transforme, par exemple, je relis comme étant un projet divin. Ça veut dire, je me convainc tellement que je mérite, et ça c'est un papier des devoirs chez moi, que je mérite cette terre d'Israël. J'en suis tellement convaincu et je travaille tellement par rapport à ça que, oui, j'arrive à soutenir le regard d'une personne qui aura été délogée à cause de moi. Vous comprenez l'idée ou pas? D'aucune façon, c'est un message que je vais donner au non-juif parce que tu vas me dire, mais c'est un argument de croyant. Mais je suis tellement imbibé par ce message que je serai capable de soutenir le spectacle que je pourrais appeler un spectacle d'injustice majeure avec une nouvelle grille, et j'appelle ça le cours de l'histoire. Et non pas de façon sauvage, mais dans ce qui s'appelle un respect éthique essentiel. Est-ce que vous comprenez la démarche de Rashi? Donc, première chose, on a expliqué pourquoi on étudie Rashi. Et Rashi pour trois raisons. Il est présent partout. Il embrasse tout, la Torah écrite, la Torah orale. Deuxième chose, il traite du sens littéral, c'est ça qui nous intéresse. Troisième point, il est actuel à n'importe quelle époque. C'est donc les trois points essentiels pour qu'on étudie Rashi. Deuxième point, on a appelé ça, donc c'est l'introduction de Rashi à la Torah. Je vais donner 3 points qui sont donc qui sont donc l'ossature du Rashi. Premier point, c'est quelle est l'utilité du récit de la création. Commençons directement par le premier commandement de la Torah, la sanctification du temps. C'est-à-dire, avant de parler d'espace, on va parler du temps. Ouais, ça c'était la question de Rashi. La réponse, enfin de Rashi, du père de Rashi, la réponse, enfin, ce qui sous-tend cette affirmation, c'est le présupposé. Cette affirmation, la Torah peut se résumer à un code de loi. On l'a dit ça. Troisième point, la réponse à partir d'un Teilim, la puissance des actes qu'il a dit à son peuple pour leur donner l'héritage des nations. On a dit 3 questions par rapport à cette réponse. Un décalage entre le verset et son interprétation,
C'est ce fameux décalage, c'est-à-dire qu'on a descendu d'un étage, le message incident était Hachem vers son peuple, et d'un coup ça devient le peuple vers les goïms. Deuxième question, c'est un argument de croyant. Troisième question, une question gigantesque pour une mini-réponse, c'est Nachmanide, j'ai marqué 1194-1270. Voilà. Il est un petit peu après Rashi. Réponse, maintenant, par rapport à ça. La pérennité de la terre dépend de ton degré de morale. C'est le point essentiel qu'il faut attraper de ce Rashi. Dis-moi comment tu te comportes, je te dirai quelle sera ta pérennité. Exemple, Adam est expulsé du jardin d'Éden, Caïn devient promoteur SDF, la génération de Noah périt dans le déluge, les constructeurs de la tour de Babel sont dispersés, j'ai oublié ça. La tour de Babel, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont dispersés dans le monde. Ils avaient un consensus, ils sont totalement éparpillés dans le monde. Abraham fut établi à cause de la famine, et pareil pour nous, notre petit chez-soi. Tu veux construire ton chez-soi, ça se mérite. C'est pas un droit, c'est un devoir. Ouais. Ça c'est donc le point. Répond par là, parce que y a du Ramban, à toutes les questions. Tu es tellement imbibé par cette chose qu'on te l'a répété à toutes les sauces, et tu es tellement imbibé que ça, que lorsque tu mets tes pieds en Israël, tu te dis une seule chose, j'ai pas de devoir, j'ai des devoirs, je vais essayer d'être à la hauteur de cette promesse biblique. Et donc, je pourrais, oui, aborder avec, comment dire, sérénité, la question du calvaire palestinien. Vous comprenez un petit peu ce qu'on attrape ici? Marqué dans Rashi, 1040-1005. Je m'arrête là. Rendez-vous pour la semaine prochaine, Bezat Hashem. On va attaquer le deuxième Rashi de la Torah, qui est la traduction, comment traduire Bereshit, qui a des incidences absolument essentielles par rapport à toutes les questions que nous avons dans la compatibilité entre la Torah et la science, 5776 années, de l'autre côté des milliards d'années au niveau de tous les tests scientifiques, conciliable ou pas conciliable. Ce qui est extraordinaire, c'est, en fonction de cette lecture de Rashi, il n'y a même pas de question. La lecture que fait Rashi, la traduction que donne Rashi de Bereshit, on va étudier tout l'argumentaire de Bereshit, ça prendra du temps, ça prendra une séance de 1 heure, mais qui est un Rashi absolument essentiel, qui nous donne exactement une définition de l'objet, de ce que cherche, de l'enjeu de la Torah, qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on croit être une sorte de récit de tout ce qui s'est passé, création au premier jour, deuxième jour, troisième jour. C'est tout sauf ce que l'on croit. Donc c'est ça l'apport de Rashi, de pouvoir lire le texte de la Torah avec les bonnes optiques. Ça va être un petit peu le but de la semaine prochaine.